Bonjour, bienvenue sur cette vidéo où on va parler d'inflammation qui est la réaction immunitaire innée. Alors notre corps, notre organisme est protégé des situations dangereuses par deux barrières, sa peau et ses muqueuses, mais il peut dans certains cas y avoir des micro-organismes comme un virus, une bactérie, des champignons qui arrivent à pénétrer dans notre organisme soit en utilisant une blessure de la peau, soit en étant en contact de nos muqueuses. Si ces micro-organismes sont pathogènes ça vient du grec pathos, maladie, c'est-à-dire qu'ils vont entraîner une maladie, eh bien notre organisme va se défendre contre eux. Cette défense peut aussi se produire en cas de lésion des tissus, une brûlure par exemple, ou en cas de cellules qui deviennent anormales, c'est le processus de cancérisation. Donc l'inflammation va être lancée par ce qu'on appelle le système immunitaire. C'est un ensemble de molécules, de cellules et aussi d'organes qui vont réagir à ces différentes situations de danger et mettre en place deux réactions, en tout cas chez les vertébrés, donc chez nous, deux réactions pour défendre l'organisme contre ce danger. La première réaction, eh bien, c'est l'inflammation. Donc on va se demander comment est-ce qu'elle est lancée, comment est-ce qu'elle élimine les micro-organismes pathogènes, et puis quel est son lien avec la deuxième réaction immunitaire. Alors il faut savoir que l'inflammation provoque toujours 4 symptômes qui sont connus depuis très longtemps et qui ont été décrits par ce médecin dans l'Antiquité, qui sont la rougeur, le gonflement avec une sensation de chaleur au niveau de la peau et une sensation de douleur. On va essayer de comprendre aussi l'origine de ces 4 symptômes. Alors pour ce faire, on va utiliser un schéma qui va représenter toute la réaction inflammatoire. Alors ce schéma, je l'ai déjà préparé. J'ai représenté ici à droite le milieu extérieur, d'où vont venir les micro-organismes pathogènes, et donc tout ce qui est à gauche, c'est le milieu intérieur, ici représenté par le derme. Et ce milieu intérieur est protégé par l'épiderme qui ici est blessé. Il y a une lésion de l'épiderme là. J'ai ensuite représenté un vaisseau sanguin. Donc un vaisseau sanguin, ce sont des cellules accolées les unes aux autres qui forment un tube. Et vous voyez qu'ici, ce vaisseau sanguin il a une forme particulière, on en parlera un petit peu après. J'ai représenté une fibre nerveuse. Une fibre nerveuse, c'est en fait une prolongation d'une cellule nerveuse, on va en parler juste après, et puis un vaisseau, cette fois-ci, lymphatique. Alors, les cellules nerveuses, vous devez peut-être connaître ces cellules. Ce sont les cellules qui ont pour rôle de faire communiquer nos différents organes par la communication nerveuse. Et ce qu'on appelle une fibre nerveuse, eh bien en fait c'est l'axone, c'est-à-dire le prolongement cellulaire d'une cellule nerveuse qu'on appelle aussi neurone. Les cellules nerveuses, je vous le disais, ont pour rôle de communiquer grâce à cet axone. Elles peuvent entrer en communication avec d'autres cellules nerveuses. Donc quand je parle de fibre nerveuse, je parle en fait d'un axone. Alors, notre inflammation va en fait commencer par la première étape qui est l'entrée ici de micro-organismes. Donc j'ai essayé de représenter des bactéries, de schématiser des bactéries. Je mettrai toujours à gauche de l'écran la légende afin qu'on puisse suivre en même temps. Donc première étape de l'inflammation, des bactéries qui, à la faveur d'une plaie de la peau, vont rentrer dans mon organisme. Cette entrée va tout de suite être suivie par la multiplication des bactéries. Pourquoi ? Parce que dans l'organisme, elles vont se trouver dans un milieu qui leur plaît vraiment bien. C'est à une température favorable pour eux, 37,5 degrés, et puis elles y trouvent de l'eau, elles y trouvent des nutriments, donc elles vont se multiplier. Mais très vite, elles vont être détectées, ces bactéries. Elles vont être détectées par des cellules sentinelles. Une cellule sentinelle, en fait, c'est une cellule qui est en permanence dans les tissus, donc elle patrouille comme une sentinelle, et elle est capable de détecter des agents étrangers parce qu'elle possède à sa surface des récepteurs particuliers. Ces récepteurs, on va les appeler récepteurs de l'immunité innée. Donc voici un exemple de cellule sentinelle, c'est la cellule dendritique vue ici au microscope électronique à balayage. Donc je représente une cellule dendritique, vous aviez vu qu'elle avait des sortes de prolongements cellulaires, donc je la représente avec cette forme-là, et puis à sa surface le récepteur de l'immunité innée. Grâce à ce récepteur, elle détecte les molécules portées par la bactérie qu'on va appeler antigènes. Donc ça c'est notre troisième étape. La quatrième étape, eh bien, elle est illustrée par ces photos. On voit que
des cellules sentinelles. Donc vous avez par exemple ici une autre cellule sentinelle qui est le mastocyte. Au repos, elle possède des tas de vésicules à l'intérieur, des tas de réserves intracellulaires de molécules qu'on va appeler des médiateurs chimiques de l'inflammation. Je vous en ai fait une liste, l'histamine, la prostaglandine. Et on voit que quand elles entrent en contact avec des bactéries, eh bien ces cellules sentinelles, elles vont libérer, vous voyez, ces réserves de médiateurs chimiques de l'inflammation. Donc ça, je vais le schématiser par cette flèche, c'est mon étape numéro 4, la libération de petits carrés verts qui sont les médiateurs chimiques de l'inflammation. Et ces médiateurs, eh bien, ils vont avoir dans notre organisme 5 rôles que je vais vous présenter, absolument pas dans leur ordre d'importance, simplement dans l'ordre que j'ai choisi pour mon schéma. Le premier rôle de ces médiateurs chimiques de l'inflammation, c'est qu'ils vont aller stimuler l'hypothalamus, qui est cette partie dans notre crâne. L'hypothalamus, il a plein de rôles, et notamment celui d'être le thermostat de notre organisme. Donc en stimulant l'hypothalamus, eh bien, les médiateurs chimiques de l'inflammation vont augmenter la température du corps et on va passer à un état de fièvre que je schématise ici. Vous voyez la premier rôle avec le petit a, c'est la fièvre liée à une stimulation de l'hypothalamus. Pourquoi la fièvre? Eh bien, ça va donner à l'organisme une température qui ne plaît pas aux bactéries, c'est-à-dire qu'elle leur est défavorable, elle va empêcher leur bonne multiplication. Le deuxième effet des médiateurs chimiques de l'inflammation, ma flèche petit b, c'est la stimulation des fibres nerveuses. Ça va entraîner la douleur. Et la douleur, c'est important parce que ça va motiver l'organisme à aller nettoyer sa plaie. La personne va se rendre compte qu'elle a mal, qu'elle a une plaie qui est infectée, et elle va aller nettoyer cette plaie. Le troisième effet des médiateurs chimiques de l'inflammation, c'est qu'ils vont lancer la production importante de leucocytes dans notre organisme. Donc ça va être une production qui se fait au niveau de la moelle osseuse, et les leucocytes, ce sont les globules blancs. Alors il y en a de plusieurs types. Ce qu'on va voir comme production lors d'une inflammation, c'est la production des granulocytes et aussi des monocytes. Les lymphocytes ne vont pas être produits au début de l'inflammation. On en reparlera plus tard. Donc sur mon schéma, regardez, je place une flèche C pour montrer que le troisième rôle des médiateurs chimiques de l'inflammation, eh bien, c'est de provoquer ici la fabrication de leucocytes, qui sont les monocytes avec leur gros noyau et les granulocytes avec leur noyau qui a plusieurs lobes. L'étape suivante, l'étape numéro D, donc qui est le quatrième rôle des médiateurs chimiques de l'inflammation, ça va être qu'ils provoquent la vasodilatation des vaisseaux sanguins près de la zone infectée. C'est-à-dire que, vous voyez, le vaisseau, son diamètre va augmenter. Ça permet d'augmenter le débit sanguin à cet endroit. Donc, ça va permettre d'augmenter le nombre de leucocytes qui peuvent arriver à cet endroit par unité de temps. Et du coup, comme les vaisseaux sanguins se dilatent, eh bien la zone devient un peu plus rouge sous la peau. C'est ça qui explique le symptôme rougeur. Ensuite, le cinquième et dernier effet de ces médiateurs chimiques de l'inflammation, eh bien, c'est qu'ils vont, vous voyez ici, augmenter l'espace entre les cellules qui constituent la paroi du vaisseau sanguin. Donc ça, je peux vous le présenter avec ce schéma. Il se produit ainsi des petits trous entre les cellules, et ça va permettre deux choses. Ça va permettre au liquide du sang qu'on appelle le plasma de sortir, et ça va aussi permettre aux leucocytes, donc par exemple ce macrophage, de sortir du vaisseau sanguin. Du coup, les cellules vont pouvoir faire ce qu'on appelle la diapédèse, et donc vont pouvoir sortir des vaisseaux sanguins. Le liquide va aussi pouvoir sortir des vaisseaux sanguins, et donc on va avoir une augmentation du volume de produits sous la peau, et ça va entraîner le symptôme du gonflement. Donc je le représente sur mon schéma. Ma sixième étape, c'est donc l'arrivée massive par la voie sanguine de tas de leucocytes qui ont été fabriqués au niveau de la moelle osseuse. Et puis mon étape numéro 7, c'est la sortie de ces leucocytes
dans le derme, donc il quitte la voie sanguine pour aller dans le tissu, et ça s'accompagne aussi d'une sortie du plasma. Donc si je résume au niveau des symptômes, la douleur elle est causée par la stimulation des fibres nerveuses, la rougeur, la chaleur sont causées par le fait que les vaisseaux sanguins se dilatent à cet endroit-là, donc le flux de sang est plus fort, et le gonflement est lié au fait que du plasma va pouvoir venir s'accumuler sous la peau et donc faire gonfler cette zone. Donc si je passe à mon étape suivante, j'ai maintenant de très nombreuses cellules immunitaires des leucocytes qui sont arrivées sur place et ils vont pouvoir s'attaquer aux cellules qui sont invasives, aux cellules de bactéries, donc par un mécanisme qu'on appelle la phagocytose. Donc on va changer le nom de ces cellules, ces leucocytes, on leur donne maintenant l'adjectif de cellules phagocytaires. Ils vont reconnaître les bactéries, ils vont les englober, les internaliser et puis les digérer grâce à des enzymes intracellulaires. Et puis ensuite ils vont libérer les débris des bactéries dans le derme. Et le mélange de ces débris et du plasma va constituer le pus qu'on peut voir au niveau de certaines plaies. Enfin, ma dernière étape, que je vais numéroter en étape numéro 9. Avant je voulais vous présenter quelques cellules phagocytaires, donc on peut retenir la cellule dendritique, celle-ci elle est bien à retenir parce qu'elle a beaucoup de rôles, le rôle de sentinelle, le rôle de phagocytaire, mais aussi un troisième rôle qu'on va voir juste après. Vous avez le macrophage et puis vous avez les granulocytes aussi qui ont ce rôle de cellules phagocytaires. La dernière étape dont je dois vous parler, c'est l'étape numéro 9 ici. Si jamais la phagocytose là ne suffit pas à éliminer toutes les bactéries qui sont entrées dans l'organisme, eh bien on a besoin de lancer la deuxième réaction immunitaire. Donc certaines cellules phagocytaires, pas toutes, par exemple la cellule dendritique va pouvoir le faire, vont utiliser des molécules particulières que j'ai représentées ici en noir, qu'on appelle des molécules du CMH, donc c'est le complexe majeur d'histocompatibilité. Ces molécules, elles vont les fabriquer, puis elles vont les exposer à leur surface, donc ça va être des molécules de surface, et grâce à ces molécules de surface, elles vont présenter, vous voyez, l'antigène qui était porté par les bactéries. Donc la cellule dendritique a phagocyté une bactérie et elle a gardé ses antigènes, elle a utilisé ce processus de phagocytose pour récupérer ses antigènes et être capable de les porter à sa surface. Elle va ensuite migrer dans le vaisseau lymphatique pour aller présenter cet antigène à d'autres cellules immunitaires au niveau des ganglions lymphatiques. Donc vous avez ce document qui vous montre que les molécules du CMH sont fabriquées puis sont associées à la surface avec des antigènes. Et puis ce document-là aussi qui vous présente la circulation lymphatique, donc qui est différente de la circulation sanguine et qui permet la réaction immunitaire. Je pense que je vais m'arrêter là pour faire une deuxième vidéo ensuite. Non. Bon, a priori je peux continuer, donc je continue, on va voir ce que ça donnait. Donc, en bilan, la réaction inflammatoire, c'est une réaction innée, c'est-à-dire que ça va être la même chez tous les individus, on peut la faire dès notre naissance, on n'a pas besoin d'un apprentissage. Elle se met en place 24 heures à peu près après une situation dangereuse, comme l'entrée des bactéries dans le derme, et puis elle va comporter toujours les mêmes symptômes, donc la rougeur, la chaleur, le gonflement, la douleur. On peut rajouter aussi la fièvre, si elle est vraiment importante, et puis la présence de pus au niveau de la plaie. Donc, on va dire qu'elle est stéréotypée, c'est toujours la même. Elle est lancée grâce à des cellules sentinelles qui vont libérer des médiateurs chimiques de l'inflammation. Ça va faire arriver plein de leucocytes dans le derme, qui vont détruire les bactéries par la phagocytose et qui vont lancer la dernière réaction. On observe cette réaction dans tout le monde vivant, notamment aussi chez des plantes ou chez des organismes qu'on qualifie souvent de moins développés, par exemple on l'observe chez l'huître. Et puis enfin, on peut faire une remarque, c'est que cette réaction, elle protège l'organisme, mais elle peut aussi entraîner des symptômes gênants. Par exemple, la douleur, ça peut être gênant au bout d'un moment. Donc, si on veut la stopper, cette réaction, par exemple parce qu'elle se manifeste trop longtemps, c'est ce qu'on va parler d'inflammation chronique, on peut prendre des molécules anti-inflammatoires, par exemple de l'ibuprofène. Et le principal mode d'action de ces molécules inflammatoires, eh bien, c'est de bloquer la production, vous voyez
montré dans ce schéma, bloquer la production des médiateurs chimiques de l'inflammation, par exemple ici la prostaglandine. Donc c'est le mécanisme d'action de ces molécules anti-inflammatoires. Je vous remercie pour votre attention.